Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Ce dimanche 9 janvier 2022, une réunion déterminante pour l'avenir du Mali est prévue à Accra. Les chefs d'État et de gouvernement ouest-africains de la CEDEAO y sont attendus. Ils doivent statuer sur le calendrier électoral que leur ont soumis les autorités de Bamako. En fait, les autorités maliennes souhaitent pouvoir maintenir la transition jusqu'à 5 ans, à compter du 1er janvier 2022. Une proposition rejetée d'emblée par la CEDEAO. Cette question fait donc l'objet d'un bras de fer entre les autorités maliennes et l'organisation ouest-africaine. Mais que cherche réellement la CEDEAO dans la transition malienne? Un sommet pour le Mali annoncé. Que cherche la CEDEAO? Dans un communiqué paru le 1er janvier, la CEDEAO notifie l'organisation d'un sommet extraordinaire sur le Mali le 9 janvier prochain à Accra au Ghana. L'annonce intervient après que les assises nationales maliennes ont proposé une prolongation de la période de transition de 5 ans. Le peuple malien a fait son choix depuis des mois. La transition dirigée par le président Assimi Goïta doit continuer son travail de pacification et de lutte contre les terroristes au Mali. La CEDEAO veut-elle nous dire qu'elle n'a pas vu des millions de Maliens dans la rue plébisciter le gouvernement de transition? Nous nous interrogeons. Peut-être que la CEDEAO est aveugle, ou alors les représentants de la CEDEAO sont aveugles. Mais est aveugle celui qui refuse de voir. Oui, c'est vrai, on nous a appris depuis notre enfance qu'on peut regarder sans voir et voir sans regarder. Mais allez savoir là où regardent aujourd'hui les représentants de la CEDEAO, ce qu'ils regardent et surtout ce qu'ils voient. La veille du passage dans la nouvelle année, Bamako a tranché sur la question épineuse de la prolongation de la transition. Les autorités intérimaires maliennes, via les assises nationales, ont été confortées et ont décidé. Eh bien, l'annonce a été faite aux voisins de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, eh bien, d'une prolongation de la transition dirigée par le président, le colonel Assimi Goïta. À l'issue d'une rencontre avec le président en exercice de l'organisation ouest-africaine, le chef de l'État ghanéen, Nana Akufo-Addo, le ministre malien des Affaires étrangères, a déclaré qu'il avait proposé la limite supérieure de cet intervalle. Il déclare, je cite, « Ce qui a été retenu, c'est une durée de 5 ans. C'est la question qui a été présentée. Mais il s'agit d'indiquer que cette période, c'est le maximum. » Oui, il faut donner du temps, on va le dire, aux dirigeants de la transition malienne de continuer leur travail. Qu'est-ce qui gêne tant les représentants de la CEDEAO? Est-ce parce que le peuple malien est derrière, on va le dire, ses autorités de transition? Ou est-ce parce que la France, par un tour de passe-passe, met la pression sur ses valets pour déstabiliser le pays? Et si c'était le Ghana qui était dans la même position actuelle que le Mali? Qu'est-ce que les Maliens ou alors les Ghanéens feraient? Qu'est-ce qui devait se passer? Pour qui travaille Nana Akufo-Addo? D'ailleurs, plusieurs Africains qui nous ont écrit depuis hier me posaient encore la question: que cherche Nana Akufo-Addo? La réaction de la CEDEAO aura été rapide. Dans un communiqué daté du 1er janvier, elle a indiqué prendre note de la communication le 31 décembre 2021 d'un projet de chronogramme sur les élections transmis par une délégation malienne conduite par le ministre malien chargé des Affaires étrangères. Un sommet extraordinaire sur la situation malienne se tiendra donc au Ghana, on va le dire à Accra précisément, la capitale, le 9 janvier prochain. Mais pourquoi faire? Puisque c'est le peuple qui choisit. On nous a appris également dans notre enfance que la voix du peuple est la voix de Dieu. Mais dites-nous, n'est-ce pas le peuple qui a choisi ces dirigeants de la transition? N'est-ce pas le peuple qui demande également lors des assises nationales qu'il faut que la transition continue encore pour une période de 5 ans? C'est la décision du peuple. Si le peuple, on le dit clairement, est la voix de Dieu, eh bien on a l'impression que ceux de la CEDEAO n'entendent jamais la voix de Dieu et apparemment, ils ne connaissent pas Dieu. Le jeudi 30 décembre, les assises nationales maliennes avaient déjà proposé depuis Bamako de prolonger l'actuelle transition de la junte, on va le dire comme ça, de 6 mois à 5 ans. Les participants se sont prononcés pour la prolongation de la transition afin de pouvoir réaliser les réformes institutionnelles structurantes et permettre des élections crédibles, équitables et transparentes. Les délais avancés varient de 6 mois
à 5 ans, indiquait d'ailleurs le rapport final, lu ce jour-là à l'issue des assises, en présence même du président malien, le colonel Assimi Goïta. Conformément aux recommandations des assises nationales, le gouvernement malien mettra en place un chronogramme visant à assurer un retour constitutionnel apaisé et sécurisé. Déclaration finale lors de la cérémonie de clôture des consultations. Eh bien, les participants aux assises ont également recommandé de développer de nouveaux partenariats militaires avec des puissances militaires et de dissoudre toutes les milices et les intégrer dans l'armée malienne, indique encore le rapport final des assises nationales qui sont tenues au Mali. De fortes tensions opposent toujours le gouvernement malien à la France, ancienne puissance coloniale, qui a décidé récemment de réorganiser son dispositif au Sahel et notamment au Mali, destiné à combattre les groupes djihadistes qui opèrent dans la région. France, qui n'a pas pu combattre les terroristes pendant plus d'une décennie, c'est aujourd'hui qu'elle le fera. En tout cas, les Africains continuent à s'interroger. Pour bon nombre, ils nous disent quelle honte. 10 ans après, ils parlent toujours de manger du terroriste. Pourtant, en quelques semaines, eh bien, les Russes ont mis hors d'état de nuire plusieurs terroristes. Voilà pourquoi nous nous interrogeons ce matin, messieurs. Sahel, un sommet pour le Mali annoncé. Que cherche la CEDEAO? Docteur Eddy Oumongori, je vais me tourner vers vous. Finalement, vous qui êtes souvent dans les amphis, qui connaissez bien l'économie, qu'est-ce que la CEDEAO recherche alors qu'il y a eu, on va le dire, les assises nationales au Mali où le peuple a dit « nous ne voulons pas voir une élection, nous voulons la sécurité de notre nation et nous voulons que eh bien, les membres de la transition qui sont au pouvoir continuent le travail pour une période de 5 ans ». Qu'est-ce que la CEDEAO n'a pas compris à cela? Qu'est-ce que la France veut? Qu'est-ce que Paris veut? Qu'est-ce que Macron veut? Ben écoutez, je pense que cette question est certainement pertinente, mais en même temps, il faut dire que la mayonnaise ayant pris, elle arrive, cette action arrive un peu tard. Oui. Il sera difficile de rentrer dans la conscience collective du Mali pour retourner les mentalités. Ce sera très difficile. Surtout qu'on voit sur le terrain que les efforts déployés par les intervenants qui va rendre le pays difficilement gouvernable, parce qu'en fait il s'agit beaucoup plus de ça. Il s'agit de créer des groupes de mécontents à l'intérieur du pays et à travers cela créer des situations d'émeutes qui vont ralentir le travail abattu jusqu'ici par l'équipe du colonel. Oui. Voilà, je pense qu'il s'agit beaucoup plus de troubler, de déstabiliser, de ralentir. Et là, ce qui me cœur, c'est qu'on se sert du président ghanéen. Je ne sais pas pourquoi il se mêle à ces questions. Est-ce que ça le concerne? Ça le concerne en quoi? Je ne sais pas. Mais j'espère qu'il nous suit et qu'il doit retenir que lui qui a prêché souvent que son équipe doit être une équipe transparente. Il a toute une armée de ministres, vous le savez. Oui. Et vous savez que c'est lui qui prêche que tous ces ministres doivent être clean, totalement clean, tous les jours clean. Est-ce qu'il est clean là maintenant, monsieur? Vous parlez de Nana Akufo-Addo? Nana Akufo-Addo, est-ce que vous êtes clean? Est-ce que vous regardez vraiment devant vous? Ça vous concerne en quoi? Nous parlons à distance. Pourquoi vous vous mêlez? De quoi vous mêlez-vous? Pourquoi vous vous laissez manipulé par Ouattara, parce que c'est Ouattara qui fait tout ce jeu. Si vous devez vous entendre pour vous organiser et organiser la production du cacao, parce que je sais que vous avez ce programme ensemble, oui. Vous n'avez pas besoin de jouer à ce jeu. Vous pouvez toujours vous imposer. Vous représentez quand même plus de 30% de la production mondiale de cacao. La Côte d'Ivoire à peu près 40%.
tous les deux, vous pouvez faire une bonne équipe sans avoir besoin de qui que ce soit. Maintenant, si vous croyez que, parce que vous avez un soutien quelconque venant de l'Occident, ça va vous relancer dans votre jeu, puisque le Ghana a ralenti depuis quelques années. Oui. Je pense que ce n'est pas un bon jeu, M. Nana Akufo. Arrêtez ce que vous voulez faire. Merci. Merci à vous également, docteur Edimo. Ça commence bien d'ailleurs ce matin. André Kisef-Fanga, je vais me tourner vers vous. On le sait pertinemment sur ce plateau, on l'a dit, qu'il faut donner encore du temps aux autorités de transition maliennes de continuer le travail. D'ailleurs, la décision a été prise lors des assises nationales où le peuple malien a donné son quitus en demandant aux autorités de transition de faire encore 5 années. Et d'ailleurs, les autorités de transition ont transmis, on va le dire comme ça, cette proposition aux représentants de la CEDEAO pour leur faire savoir que nous sommes encore là pour 5 ans. Avait-il réellement le droit de le faire ou était-il normal même d'ailleurs de le faire? Ben, je crois que le Mali est encore membre de la CEDEAO. Membre encore. Donc, c'était normal de leur montrer que voilà ce que nous sommes en projet, nous avons fait dans notre pays. Oui. Et je pense que, en dehors d'être membre de... Parce qu'en fait, la CEDEAO pense aujourd'hui que c'est un avis que le comité national de transition a allé demander à la CEDEAO. Non, ce n'est pas leur avis. Le Mali a simplement posé... leur informer que voici ce qui se passe dans notre pays et vous allez seulement adopter cela. Donc aujourd'hui, que la CEDEAO s'agite, ça ne fait ni chaud ni froid aux Maliens. Parce qu'ils nous ont appris, c'est eux qui nous ont dit, c'est la démocratie, c'est la volonté du peuple, non? C'est la gouvernance du peuple par le peuple pour le peuple. Le peuple malien, quand même, je vous rappelle que M. Ouattara a été élu à moins d'1 million d'électeurs. Hein. Oui, tout le monde le sait. C'est un secret polichinelle. Moins d'1 million d'électeurs. Mais vous avez vu la marche de Bamako? Il y avait plus de 1,5 million de personnes dehors. Ce n'est pas une élection pour soutenir le gouvernement de transition. Mais des gens qui n'ont pas été élus, même à 1 million de personnes, veulent donner des leçons de démocratie aux gens. Alors que quand nous regardons la démocratie aujourd'hui, la vraie démocratie est en train de se pratiquer au Mali. La vraie démocratie n'est pas forcément aller aux urnes. Parce que les gens nous font croire que non. Pour qu'on parle de démocratie, il faut qu'il y ait une élection, il faut qu'il y ait des opposants, ou bien il faut qu'il y ait des groupes de personnes qui vont à une élection et il y a une urne. Nous savons comment les urnes sont fabriquées chez nous en Afrique, des urnes bourrées. On sait comment les procès-verbaux d'élection sont truqués. Donc, s'il vous plaît, M. Ouattara et leur clique, arrêtez cette manigance-là. Il y a eu élection au Mali. Et l'élection, c'est le peuple. Le peuple a décidé de choisir Assimi Goïta et le Premier ministre Choguel Maïga pour conduire la destinée du Mali pendant 5 ans. Et c'est les assises nationales là qui sont la vraie démocratie. Parce que c'est tout le peuple qui est représenté dans cela. Vous savez que la démocratie occidentalisée a toujours éliminé les vrais leaders. A toujours éliminé les vrais gens où... Vous savez que la vraie démocratie a éliminé les Oumiobe des élections. Si c'est la vraie démocratie. Si c'est la fausse démocratie occidentale a éliminé la plupart des leaders africains des élections en faisant émerger des gens qui ne valaient absolument pas grand-chose. Qui n'avaient pas besoin de liberté. Mais bien sûr, des gens qui n'avaient pas besoin de liberté. Donc, vous allez retrouver que le même problème s'est posé au Cameroun, au Congo, un peu de partout, Congo, Kinshasa. Donc, vous voyez que actuellement, le peuple a pris conscience. Et c'est pour ça que nous devons créer davantage des ceintures de sécurité autour des dirigeants qui ont compris la pensée panafricaniste, qui ont compris que l'Afrique peut sortir des girons, des griffes, des locodermes, ou bien des gens... M. Albert Anatole mais bien sûr, c'est pour ça que je fais référence à lui. Donc, pour dire qu'on peut sortir de ces griffes-là, de ces épées de Damoclès qui pèsent sur nos têtes à chaque fois que non, vous faites quelque chose, on va vous dire les sanctions de la CEDEAO.
les sanctions de l'Union européenne, les sanctions de l'Union africaine, les sanctions de l'ONU, les sanctions de l'OTAN, les sanctions d'embargo de ceci, embargo de cela. Mais écoutez, comment est-ce possible qu'on puisse en sortir dans notre continent avec des épées de Damoclès qui pèsent sur nos têtes tous les jours, en soi disant que non, si vous n'allez pas aux élections, ok, vous êtes banni de ceci, vous n'avez plus droit au guichet du FMI, vous n'avez plus droit de ceci. Mais écoutez l'incongruité. Ça, je fais une légère digression en allant en Centrafrique. Comment est-ce possible, n'est-ce pas, un pays sous embargo, n'est-ce pas? Vous voulez sécuriser un pays sous embargo. Donc, la Centrafrique est incapable d'acheter les armes au marché mondial. La Centrafrique est sous embargo. Mais sur le sol centrafricain, des rebelles ont des armes. Animés par qui? Animés par qui? Par la bande européenne, par ces voyous, ces terroristes européens. Et vous voulez que nous, on continue à les applaudir, on continue à applaudir la CEDEAO, on continue à applaudir des gens comme Ouattara, on continue à applaudir Nana Akufo-Addo, que non, c'est des démocrates. Non, c'est des voyous et il faut les mettre à leur place. Et cette fois-ci, le Mali a montré le bel exemple, la Centrafrique a montré le bel exemple. Nous allons faire nos choses par nous-mêmes. Merci à vous, André Kisselfanga. Albert Anatola, ici, je vais me tourner vers vous. Lors des assises nationales qui sont tenues du côté de Bamako, au Mali, il y a également certaines formations politiques qui sont présentées aujourd'hui comme étant des formations de grande envergure, qui n'ont pas participé à ces assises et qui ne sont pas tellement d'accord. En tout cas, c'est ce que présente la France et sans oublier la soi-disant communauté internationale. Écoutez, moi, je me félicite déjà de ce que les autorités maliennes nous suivent chaque matin. Souvenez-vous, je crois que c'est la énième thématique que nous débattons relativement à l'actualité malienne. Et nous leur avons suggéré, et ils sont d'accord avec nous. Je parle quand oui, mais c'est nous qui l'avons proposé ici. C'est-à-dire, les Maliens, les autorités maliennes, on leur a suggéré que, dans le contexte actuel, je parle du contexte socio-sécuritaire actuel. Les élections annoncées pour 2022, précisément le 27 février 2022, n'étaient pas une priorité. Traduction négative et subjective interne. Oui. N'est-ce pas, de ces partis politiques-là. C'est l'ordre le plus absolu. Mais moi, j'ai quand même un problème avec un. Vous savez, dans le contexte africain, lorsque quelqu'un est encore aux affaires, il ne voit pas les problèmes de ce gouvernement. C'est quand il sort du gouvernement qu'il commence à voir les problèmes du gouvernement auquel il était membre. Il faisait partie prenante. Je parle ici de Moussa Mara, l'ancien premier ministre malien, qui aujourd'hui se met dans la posture de leader de l'opposition malienne pour dire qu'il est absolument inacceptable, c'est-à-dire les assises de la fondation, c'était une imposture, c'était un événement qui était très dispendieux parce que le Mali n'a pas d'argent. C'est-à-dire, il rejoint là les éléments de langage des Américains qui estiment que, n'est-ce pas, les Maliens ne doivent pas organiser des assises nationales, les Maliens ne doivent pas accepter les services, n'est-ce pas, d'un partenaire autre que la France, c'est-à-dire la Russie, parce que ça va coûter cher, mais sauf que, comme d'habitude, le démon n'aime pas se regarder dans le miroir. Souvenez-vous, je voudrais quand même vous le rappeler, combien est-ce que les Américains ont-ils dépensé en Afghanistan? Des milliards et des milliards. Pour quel résultat? Zéro. Alors, bon, quand je dis cela, je voudrais donc revenir dans les véritables analyses géopolitiques de cette affaire-là. Permettez-moi de vous reposer, de vous relancer justement sur cette question. Bon, d'accord, le Mali ne peut pas organiser des assises nationales, ça va coûter trop cher, mais le Mali peut organiser une élection présidentielle, là ça va coûter cher. Non, ça ce sont les éléments de langage de M. Moussa Mara, l'ancien premier ministre malien. Oui. Mais sauf, non, le véritable problème, c'est quoi dans tout le père, c'est quoi? C'est que ils s'attendent à ce que ce soit la France et l'Union européenne qui financent les élections au Mali. C'est ça le projet. C'est-à-dire que ce soit la France et l'Union européenne qui financent les élections au Mali et que ça se passe comme ça s'est passé en Côte d'Ivoire il y a quelques années. C'est-à-dire que c'est lui qui finance, c'est lui qui contrôle, c'est lui qui impose quoi, n'est-ce pas, son candidat. C'est de ça qu'il s'agit, c'est le piège. Donc je pense qu'aujourd'hui, à travers les thématiques de débat sur la question, les Maliens, les autorités maliennes sont sensibilisées pour comprendre quels sont les enjeux.
Je voudrais également dire une chose, on ne peut pas, on ne saurait jamais organiser une élection dans le contexte actuel, je parle du contexte socio-sécuritaire actuel au Malien, qui est divisé, ça faut le dire, parce que vous devez vous renvoyer dans le scénario ivoirien également il y a quelques années. Oui. C'est-à-dire vous avez Laurent Gbagbo qui dirige un pays qui est coupé en quatre. Vous avez d'un côté les rebelles qui sont pilotés par Soro et son ami Ouattara qui sont devenus aujourd'hui des adversaires politiques, je veux dire des ennemis notoires. Oui. N'est-ce pas, avec comme marionnettiste M. Sarkozy, et on impose à Laurent Gbagbo, n'est-ce pas, les élections. Sauf que l'erreur que lui commet Gbagbo, c'est qu'il accepte que ce soit les autres, les Locodem qui financent son élection. S'il avait refusé l'offre de financement de cette élection-là, le résultat serait autre. Donc, mais je pense qu'aujourd'hui, dans le contexte socio-sécuritaire actuel, il n'est pas possible d'organiser les élections dans ce contexte. Maintenant, je voudrais un peu m'intéresser justement à ces chefs d'État qui vont donner les leçons de démocratie du côté du Mali. Alors, j'aimerais que la réciprocité se produise, c'est-à-dire que je voudrais ici convoquer ceux qui sont encore en fonction, M. Ouattara, M. Nana Akufo-Addo et les autres, que, eh bien, mettons et faisons un peu dans la science-fiction. C'est-à-dire, vous avez vos contradictions internes et externes, financières de l'extérieur, et que vos compatriotes n'est-ce pas, de la communauté sous-régionale viennent vous donner les leçons, c'est-à-dire vous donnent des injonctions politiques. Oui. Mais je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont réagir. Parce que moi, je connais monsieur, du moins, sa psychologie de monsieur, la psychologie de monsieur Nana Akufo-Addo, qui est très, très teigneux sur les bords. Mais c'est parce qu'on a secoué justement le Togo-Land. Exactement. Exactement. Je pense que ça peut être ça l'a un peu douché. Oui. Ça peut peut-être être une raison, mais pas véritablement. Pas véritablement. Maintenant, je me projette dans le contexte ivoirien. Allons-y. Monsieur Ouattara décide de briguer un troisième mandat en violation de la loi fondamentale. Qu'est-ce que la CEDEAO a dit? En violation de sa propre conscience. J'ai dit d'abord, non, il y en a qui n'ont pas de sa propre parole. Non, il y a des gens qui n'ont pas de conscience. Bon, de sa propre parole Il y a même. des gens qui n'ont pas de conscience. Ils n'ont pas de parole. Ils n'ont pas de parole. Il manque du matin au soir. Il manque du matin au soir. Il y en a qui n'ont pas il y en a qui ne respectent pas la parole et M. Ouattara l'a dit. Nous savons tous que c'est un menteur, n'est-ce pas? Voilà. Alors, je parle de l'élément fédérateur d'un État républicain, c'est-à-dire la loi fondamentale. Alors, peut-être parce qu'il n'est pas juriste, qu'il ne peut pas comprendre la gravité de l'acte politique qu'il a posé, c'est-à-dire violer la loi fondamentale qu'il a bossé d'un État démocratique et républicain. C'est dire que, ok, je piétine, n'est-ce pas, cette constitution-là, et je vais au troisième mandat. Qu'est-ce que la CEDEAO a dit? Est-ce que la CEDEAO a condamné les atrocités post-électorales que nous avons observées? C'est-à-dire, vous voyez comment est-ce que des microbes, après avoir décapité un jeune Ivoirien, ont commencé, n'est-ce pas, à jouer avec sa tête, une tête humaine, comme une pelote. Nous avons montré les images sur DBS. sur Est-ce que la CEDEAO a toussé? Mais est-ce qu'on peut donc nous dire que, n'est-ce pas, à considération ou alors toute proportion gardée, est-ce que Ouattara a plus de légitimité que Assimi Goïta au Mali lorsque nous convoquons justement la volonté populaire? Est-ce que le régime de Ouattara est plus légitime que le régime malien? Je pense que les téléspectateurs ont répondu à cette question. Voilà. Est-ce que le régime de Macron est plus légitime quand on connaît le contexte dans lequel il a été élu? Je ne parle pas de Macron. Il n'en a pas beaucoup parlé, n'a pas beaucoup soulevé cette question-là. Est-ce que le régime de Macron est plus légitime que le régime malien lorsque vous avez une adhésion populaire? Donc je pense que de mon point de vue, il n'y a rien à voir de ce côté-là. Vraiment, il n'y a rien à voir du coup de la CEDEAO. Ce qui est important, et je pense qu'aujourd'hui, ce n'est ni Moussa Faki Mahamat, ce n'est pas ni Ouattara, ce n'est pas ni Nana Akufo-Addo qui souffrent, n'est-ce pas, de l'insécurité, de l'instabilité que la France a créée, l'Union européenne a créée au Mali. Parce que lorsqu'on parle de la France, il y en a qui pensent que c'est du... Non, nous sommes dans... comment s'appelait ça?
nous sommes dans le complotisme. Ce n'est pas du complotisme, ce sont les éléments, ce sont les éléments historiques et factuels. Exact. Alors, qui a brisé la digue libyenne qui contenait justement les terroristes? C'est pas la France, de Sarkozy à l'époque. C'est pas l'État français. C'est pas les dirigeants français. Donc, je pense qu'aujourd'hui, à un moment donné, que les gens posent les armes, il faut qu'ils soient conséquents et qu'ils se gardent justement de donner des leçons de démocratie aux autres. Et parce qu'ils n'ont pas qualité, il faut d'abord qu'ils baillent devant leur propre porte. Quand je dis cela, je vais terminer en disant ceci. Il est important de comprendre une chose. Actuellement, ce sont les Maliens qui souffrent, n'est-ce pas, de cette insécurité qui a été créée, planifiée, financée par Paris. Et c'est Sampontun, non, c'est Démiurge, n'est-ce pas, du côté de la zone de la CEDEAO, notamment Ouattara de l'autre côté, comparé en son temps. De l'autre côté, ça il faut le dire. Et je vais sortir en disant ceci. Mais là, ils ont Bazoum aussi. Mohamed Bazoum, maintenant, c'est le nouveau complice. Non, c'est lui. Je pense que je ne suis pas certain qu'il en a pour longtemps, celui-là. Donc, quand je dis ça, je termine en disant que aujourd'hui, je pense que les autorités maliennes, de mon point de vue, doivent davantage se rapprocher de l'Algérie. Les autorités maliennes doivent davantage se rapprocher de la Mauritanie. C'est vrai qu'ils ne jouent pas un franc jeu, mais ils ont un mot à dire. Ils ont un mot à dire. Parce que là, ces fameux terroristes se baladent et font des emplettes des deux côtés de la frontière. Tant du côté de l'Algérie que du côté de la Mauritanie. Il faut donc qu'ils puissent régler cette question parce qu'il s'agit avant tout des contradictions internes. Maintenant, je voudrais sortir par ce qui se présente comme étant les leaders des partis politiques d'opposition. Ce n'est pas un fait nouveau. C'est un secret de polichinelle, comme vous avez l'habitude de dire. Chaque fois qu'il y a une dynamique justement d'émergence, vous trouverez toujours des traîtres. Et on trouve toujours des indépendances justement de ces, on va le dire comme ça, hein, de ces formations politiques du côté du Mali. De quelle formation politique parle-t-on? Parce qu'hier encore, on suivait le discours d'Emmanuel Macron datant du 27 au 30 août 2019 qui nous disait clairement que c'est la France qui finance les partis politiques sur le continent africain. Et d'ailleurs, une lettre datée du 2 décembre dernier nous montrait haut et fort comment Emmanuel Macron a envoyé 23 millions d'euros à 23 formations politiques du côté du Mali. C'est-à-dire tout simplement que là-bas, Emmanuel Macron a une mainmise avec ces formations politiques qui peuvent à tout vent se lever pour dire non, nous ne sommes pas d'accord. Encore Emmanuel Macron. Toujours Emmanuel Macron. La France, toujours derrière toutes les turpitudes des pays africains. Je suis tellement amusé de voir souvent la France se précipiter à donner des leçons de démocratie, de bonne gouvernance, de droits de l'homme aux pays africains. Je voudrais humblement leur rappeler que la meilleure démocratie qui puisse être, c'est de mettre fin à cette violation flagrante de la souveraineté économique des pays africains en battant la monnaie de ces pays sur ces terres, en confisquant dans le compte des opérations, d'opération, des colossales sommes de ces pays. La meilleure façon de montrer qu'elle est démocrate, c'est de mettre fin aux accords de coopération chiants. Je dis bien des accords chiants de coopération qui consistent simplement à perpétuer le système de prédation qu'ils ont mis sur place. Revenant à ce concubinage incestueux entre la France et les partis politiques de l'opposition, entre guillemets, du Mali. Il est et surtout sur le continent africain, c'est pas seulement au Mali. Le continent africain. Il est extrêmement important déjà de signaler, monsieur le journaliste, que quand vous voyez des dirigeants africains qui travaillent pour leur peuple, qui sont en train de sortir du giron de la France, il faut s'attendre à ce chemin. Il faut s'attendre à ce scénario. Ça veut dire qu'on va commencer à vous parler de la société civile. Vous êtes sans savoir qu'il y a eu un sommeil quelque part. Le sommeil de Montpellier, non? Le sommeil de Montpellier. Ah oui, le sommeil. Alors, on va vous brandir ce qu'on va appeler société civile. Oui. Et cette société civile n'est autre qu'une machination sortie du laboratoire du Quai d'Orsay, du Matignon, de l'Élysée, pour pouvoir mettre en mal les dirigeants en place. C'est le même chemin qui se produit au Mali. Conscient de ce que la transition malienne a pour pilier le peuple malien,
la preuve, les assises nationales, Oui. qui sont un témoignage Les assises de refondation de nationale. refondation, qui montrent à suffisance que le colonel patriote Assimi Goïta, Oui. il travaille avec le peuple et pour le peuple. Et par conséquent, il est l'ennemi de qui? Allez savoir, de la France. En interne, on va donc trouver toutes les stratégies, tous les stratagèmes pour pouvoir le fragiliser. Et il n'y a pas meilleure stratégie de fragilisation que ce soutien matériel, ce soutien Des formations financier apporté aux partis politiques. Ça veut simplement dire que la théorie de la main qui donne, la main qui Ordonne. dirige. Oui. Et lorsque ces partis politiques auraient été biberonnés par la France, pour qui est-ce qu'ils doivent travailler, mon cher Gauche? Comment ça? Biberonnés. Biberonné. Hein? Pour qui est-ce qu'ils travailleront? Pour le Mali? Non. Ils travailleront pour, Contre le Mali. contre le Mali. Bien sûr. Alors, lorsque je l'ai dit, il est extrêmement important pour moi de signaler que le colonel patriote Assimi Goïta n'a de leçons à recevoir de personne. Mais j'ai l'habitude de convoquer là une fameuse citation philosophique. Il n'y a pas de philosophie qu'on puisse apprendre, car où est-elle qui la détient? Je paraphrase cette citation en disant « Il n'y a pas de démocratie qu'on puisse apprendre, car où est-elle qui la détient ?» C'est l'Europe, avec ce phénomène de l'homosexualité qui est brandi à coups de vent, où les hommes doivent aller avec les hommes. C'est ça donc des valeurs universelles à imposer aux peuples qui ont leur vision du monde? Je ne pense pas. Et le peuple malien, fut-il, je voudrais dire, le régime de Bamako, fut-il, là je prends sur moi, permettez-moi, fut-il un régime dictatorial? Il n'a de leçons à recevoir de personne. Mais il me semble qu'à une certaine époque, l'Espagne était une dictature sous Franco. Et cette dictature a permis à l'Espagne d'évoluer. Il me semble que l'Allemagne sous Hitler, qui était une pire dictature, a évolué. Il me semble encore que la France de Macron est une dictature. Allez voir ce qui se passe du côté des Antilles, de la Guadeloupe, la Martinique. Allez même voir ce qui se passe. Allez voir ce qui se passe du côté de Paris, avec les marches. Comment est-ce que ces citoyens qui sont là dans la revendication de leurs droits fondamentaux sont réprimés? Vous allez me dire qu'il s'agit de la démocratie? Non, je ne pense pas. Si il est donc dit que le peuple malien a choisi d'être une dictature, en descendant dans les rues pour soutenir la dictature, mon cher Ngos, on parle de millions de personnes. Vous avez déjà vu des millions de personnes descendre dans la rue pour soutenir une dictature? Il me semble que des millions de personnes descendent dans la rue pour condamner la dictature. Si des millions de personnes prennent d'assaut les rues pour soutenir une transition malienne, alors, si vous voulez appeler la dictature, chez nous, qui avons un regard réel de notre vision du monde, il n'y a pas meilleure démocratie que celle-là. Le peuple malien a donné son onction, le peuple malien accorde toute sa bénédiction à la transition malienne parce qu'elle travaille pour elle. Et cette transition ne doit pas prêter oreille à ces sons dissonants de l'Europe qui passent par ce que vous avez dit dans votre thématique, un sommet pour le Mali annoncé. Mais, diable, qui leur a dit que le problème du Mali, c'est la démocratie? Ben, c'est la démocratie entre guillemets de l'Occident. Il y a des problèmes réels à résoudre. Le problème de l'insécurité. Et depuis des lustres, la France est au Mali et l'insécurité perdure. Ça veut simplement dire que, mon cher Gauche, lorsque à une certaine époque, hein, lorsqu'on parle de la cassette, là, la cassette, ou le disque est rayé, ben, il faut le jeter. Il faut penser à autre chose. Et le peuple malien a compris qu'il est inconcevable d'imaginer l'avenir avec un pays qui n'a fait que alimenter le terrorisme. Parce que les armes que détiennent les terroristes, allez savoir où est-ce qu'ils les tiennent. Qui est-ce qui leur permet d'avoir accès à cet armement? C'est ce pays que nous allons prendre simplement le risque de prononcer au-delà de ce qu'ils peuvent engendrer comme mépris, comme trafic d'influence, c'est la France. Et l'arrivée de la Russie, ce qu'ils ont appelé les mercenaires. Mais allez voir ce qui se passe. En peu de temps, cette dynamique est déjà en train de mettre en mal ces terroristes. Ça veut simplement dire
que le peuple malien a désormais les yeux ouverts. Et cette transition a besoin du temps, mon cher Gauche. Mais il me semble qu'une femme, pour donner naissance, a besoin de 9 mois, non? Hein? Le temps que dure la grossesse. Et après cette grossesse, vous n'allez pas demander à une femme qui vient d'accoucher d'abandonner son enfant. Il faut qu'elle prenne le temps de pouvoir... Il y a un congé de maternité. Ah oui, exactement. Mais avant que l'enfant n'arrive, il y a d'abord le travail que le père fait le soir ou la nuit. N'oubliez pas ce travail. Exactement. Mais Donc, bien sûr. Donc c'est pour dire que... Il parle à mettre. Hein. Exactement. Allons-y. C'est pour dire que, en réalité, les pays africains ne devraient pas tomber dans le piège de ce discours de démocratisation que nous vendent les pays occidentaux. Mais non, la transition malienne a besoin du temps. Et il me semble que le mot français, transition, c'est un mot qui prépare à quelque chose. Et quand on prépare à quelque chose, c'est tout un processus. Et ce processus, réellement, requiert l'accompagnement du peuple. Et si le peuple a été convoqué lors des assises, pieds nus, que de pouvoir porter une chaussure qui va vous mettre en mal. Cette transition malienne, plus que jamais, travaille pour le peuple. Elle a la bénédiction du peuple. Elle doit continuer à travailler pour le peuple, qu'importe le temps que ça prendra. Même si elle a parlé de 5 ans, mais c'est du bonheur, c'est du bien-être du Mali dont il est question. Si cette transition fait 5 siècles, je dis bien 5 siècles, 500 ans, pour le bien du Mali, pour permettre que le régime de Bamako puisse accéder au nord sans avoir besoin de la vie de Paris, pour mettre fin à ces djihadistes, à ces terroristes qui sont là pour fragiliser le développement de ces pays, s'il est nécessaire que cette transition fasse 5 siècles pour permettre enfin que le Mali ait sa propre monnaie, que ce triste scénario du compte de l'opération puisse être derrière le peuple malien, ce n'est qu'une bonne chose. À quoi sert-il de pouvoir parler des élections, aller remplacer Assimi Goïta par je ne sais trop qui? Le Mali restera toujours là où il était avec la France, parce qu'avec la France, il n'y a aucun développement envisageable pour les pays africains. Merci à vous, Merceda. Messieurs, encore 30 minutes, nous allons sortir de cette édition. Docteur Eddy Momongori, il a commencé à parler justement de la Russie. Apparemment, le mot russe, ou alors Russie, fait tellement peur à la France. On se rappelle de ce que du côté de l'Algérie, bien l'Algérie a ouvert ses frontières à tous les avions militaires russes. Mais pendant ce temps, du côté du Niger, eh bien Mohamed Bazoum a pris langue en disant il faut fermer ses frontières, elle ne les ouvre pas à la Russie. La Russie fait tellement peur comme ça? Eh bien, écoutez, oui, la Russie, on sait ce que c'est. On sait que la Russie, c'est un monstre. Pas seulement pour la France, mais pour l'Occident, d'une manière générale. Et c'est là où je veux me féliciter de tout ce qui se fait au Mali. Gouverner, c'est prévoir. Et les gouvernants maliens ont prévu tous les scénarios possibles. Je les encourage à continuer dans cette démarche, renforcer le couplage avec la Russie, renforcer même le couplage avec l'Algérie. Et quelqu'un l'a évoqué, je crois que c'est M. Seda. Amorcer d'autres chantiers, notamment celui de la sortie du CFA. La création d'une nouvelle monnaie. D'une nouvelle monnaie, de concert avec la RCA. C'est des pays qui, en fait, ne sont pas économiquement les plus stables de la zone franc. Mais ils ont déjà une amorce de partenariat avec la Russie. Ils devraient l'approfondir. Il n'y a pas de raison que les transactions qui vont se faire avec la Russie passent toujours par le compte d'opération ou profitent à la France. À un moment donné, il faut arrêter ce jeu. Je félicite beaucoup de tout ce que la Russie fait. Je lui dis merci. Je sais qu'ils nous entendent. Je souhaite qu'ils accompagnent solidement aussi dans la formation, comme ils l'ont fait, comme ils le font en RCA. Qu'on avance sur ce chantier qui est de l'armement à profusion, oui. Une formation adéquate aux forces de sécurité et de défense maliennes. Et je sais que tous les autres pays africains, jusqu'ici et partout ailleurs, sont ouverts à la Russie, surtout sur ce plan. Et ça gêne
Parce qu'en fait, qui dit Russie veut dire l'émergence d'un monde polycentrique, d'un monde multipolaire. Oui. Et c'est ce qui énerve le plus l'Occident, parce qu'aujourd'hui, ils sont en train de sortir. Et économiquement, ils sont sur la pente glissante. Tous ces pays sont en train de décliner, que ce soit la France, la Grande-Bretagne, tout le reste. Ils n'ont d'ailleurs rien à nous enseigner ici. Vous le savez peut-être, la France est très endettée. Sa dette intérieure est de l'ordre de 110% de son PIB. La dette extérieure de 250% de son PIB. Idem pour la Grande-Bretagne. Oui. Et même pour les États-Unis. Par contre, c'est l'inverse. Dans d'autres pays qui ne parlent pas beaucoup, la Russie est très peu endettée, la Chine est très peu endettée, mais on semble nous dire qu'il faut passer par Paris et par Washington, pourtant où les seules forces ne seront plus les États-Unis et de temps en temps la Russie, mais où la Russie est un pouvoir en elle-même, la Chine est un pouvoir en lui-même, l'Afrique deviendra un pouvoir à elle-même aussi, parce qu'il s'agit beaucoup plus de ça, et aussi à mettre parfois la main dans la poche pour accompagner, parce qu'en fait, le problème dans le Sahel et en Afrique d'une manière générale, c'est la jeunesse qui a souvent faim. Donc, en même temps, il faudrait renforcer des efforts en termes de sécurisation de l'espace, mais en même temps, il faut que ces pays se repositionnent positivement dans la division internationale du travail, qu'ils cherchent à implémenter une remontée en gamme dans les chaînes de valeur de certains produits. Au moins, il y a le coton, il y a plein d'autres produits dans lesquels, comme la noix de cajou, oui, ou le Mali et d'autres pays voisins excellent. Je crois qu'il faut continuer à soutenir cette dynamique parce que les indices de fécondité sont naturellement aussi alertes que partout ailleurs. Donc, d'un moment à l'autre, des problèmes d'emploi vont se poser de manière de plus en plus massive. Pour dire quoi? Pour dire, écoutez, en même temps, on doit se battre sur le chantier sécuritaire, mais en même temps, il faut renforcer les assises économiques de manière à ce qu'il n'y ait pas la possibilité de rendre un jour ce pays peu gouvernable. Parce qu'en fait, la clé de la déstabilisation, c'est souvent la pauvreté qui s'explique par le fait que trop de jeunes arrivent sur le marché du travail alors qu'il n'y a pas des emplois créés. Donc, question posée, que faire? Industrialiser certains secteurs, industrialiser amplement certains secteurs. Et là, c'est la Chine qui est interpellée, c'est la Russie qui est interpellée, qu'elle ne pense pas seulement à aider d'un côté, mais à déplacer des capacités de production vers le Mali aujourd'hui, oui. Des capacités de production dans le textile, comme la Chine l'a fait massivement vers l'Éthiopie ces dernières années. Pourquoi ne pas faire également vers le Mali, qui produit beaucoup de coton, qui a une main-d'œuvre aussi dynamique, pourquoi ne pas renforcer ces relations au plan économique également. Voilà, moi je crois que le plus important, je crois qu'on l'a dit, accélérer la démarche sur le chantier sécuritaire, mais en même temps consolider les acquis et renforcer vraiment la dynamique de développement industriel au Mali. Merci. Merci à vous également, docteur Eddy. Bon, messieurs, j'accorderai 5 minutes à chacun d'entre vous. André Kissel-Fanga, 5 ans, ça va être suffisant? Alors, là... Parce que là, le docteur Eddy vient de nous donner tous les chantiers, et les chantiers sont énormes. Est-ce que 5 ans, ce sera suffisant? Écoutez, le plus grand problème n'est pas le mandat ou bien la durée du temps que va faire la transition. Oui. Le problème est simple. Et ce n'est pas seulement au Mali, c'est dans toute l'Afrique. Changer le logiciel qui a été inculqué dans la mémoire de la jeunesse africaine ou bien du peuple africain.
plus impactés par les actes terroristes. Mais est-ce qu'en Afrique, il y a les terroristes? Il n'y a pas de terroristes en Afrique. Les vrais terroristes, c'est les Américains, c'est les Français, c'est les Européens. C'est eux les vrais terroristes. Ils terrorisent nos forêts. Hein, docteur Edimo? Bien sûr, massivement. Ils terrorisent nos forêts. Nos sous-sols. Ils terrorisent nos sous-sols. Ils terrorisent nos cours d'eau. Ils terrorisent notre culture. Ils terrorisent notre politique. Ils terrorisent tout. Donc en réalité, c'est eux les vrais terroristes. Les prédateurs. Les vrais prédateurs. Les blanches. Alors que les vérités sont là. Et le diable est noir. Le diable est toujours noir. Avec une longue queue. Avec une longue queue. Donc, Et des cordes. Voilà. Tous les saints sont les blancs. Voilà ce qu'on nous a éduqués avec. Noir. Voici ce qu'on... Aucun noir. Aucun noir n'est saint. Aucun noir n'est Il n'y saint. a pas Saint Edimo. Non. Donc voilà l'éducation qu'on nous a donnée. On nous a éduqués, que ça soit même dans la religion. Hein. On nous a éduqués comme ça. On nous a imposé un certain nombre de choses que on ne comprend absolument rien. Saint Fanga. Quand c'est mauvais, on dit vendredi noir. Voilà. Jeudi noir. Jeudi noir. Donc tout ce qui est mauvais, c'est noir. Non. Alors qu'aujourd'hui, c'est ce logiciel-là qu'on doit changer dans la tête des Africains. En leur disant que mais non, on ne peut pas se développer. On nous a fait un mirage. On nous a fait nager, on nous a fait rêver en nous faisant croire que non, l'Occident, c'est le paradis, c'est le bien-être. Écoutez, vous êtes déjà allé à Tchang. Vous connaissez le genre de belle nature qui est à Tchang. Vous êtes déjà allé où? À Boya. Vous êtes déjà allé où? Mais pour voir ce que c'est que la nature dans les chutes de la Lobé, vous êtes déjà allé où pour voir les territoires paradisiaques? Vous êtes seulement allé ici à Mouanko. Grave. Ailleurs, pour voir ce qu'on appelle la plage. Mais on nous dit que non, c'est les Caraïbes, c'est les territoires, non, c'est quand vous allez, ils ont, aux États-Unis, là, ils ont un endroit où les stars aiment partir, là, Miami. Si c'est Miami ou bien... c'est quoi, Biche? Quoi, Biche, là, quelque chose comme ça. Miami que non, Beach. là-bas, c'est le paradis. Mais ils ont déjà vu ce qu'on appelle le paradis naturel que Dieu nous a donné. Yo, yo. Yo-yo. Ils ont pas le nez. Avec du sable blanc. Mais c'est Et ça. l'eau verte. Mais l'eau verte, c'est ça qu'on nous a mal éduqués. Et c'est ça qu'il faut changer. On a dit aux jeunes Africains, jouez au pari foot. Jouez au TSC. Jouez, c'est ça qui va faire votre bonheur. distraction. Jouez au loto. Jouez, faites ceci, faites ceci. Non, parlez de démocratie, parlez de ceci, parlez de... Mais voilà les logiciels qu'on nous a. Donc les vrais prédateurs, les vrais terroristes, c'est ces gens-là qui nous ont amené tous ces éléments-là. Alors que nous étions très heureux quand nous déjeunons le matin avec le mintumba, avec les prunes, avec le maïs, avec les arachides. Nous étions très heureux. Et en bonne santé. Une santé de fer. C'est toi qui parlais tout à l'heure des poires, non? Des poires, oui. Mais quand on te dosait une poire, mais tu étais en forme toute une année. Tu sautais comme la Tu sautais comme une tisse. Donc aujourd'hui, il faut remettre les Africains à leur place, leur rééduquer, leur dire. Donc les affaires de 5 ans de mandat, la preuve en est, ils ont tout fait. Même les constitutions doivent être changées. Moi, je suis partisan de ce... Ah, ici, je suis d'accord avec toi. Fermer les frontières. L'Afrique doit fermer ses frontières. Pour qu'on accepte quelqu'un, il faut qu'il montre son projet qu'il vient faire chez nous, en Afrique. Parce que aujourd'hui, on est en partenariat avec la Russie, non? Le Mali, quand je parle de on est en partenariat, c'est le Mali, c'est la RCA, c'est ces pays-là. Même le Cameroun. Même le Cameroun. Donc, quand nous parlons de ces pays-là, que maintenant la Russie vient avec quel projet? La Russie vient avec le projet, pas le projet de colonisation. La Russie ne vient pas s'imposer. Elle n'a jamais fait ça. Elle n'a jamais fait ça de sa vie. La Russie vient avec, on doit diversifier tous ces partenariats-là et choisir le bon partenaire. On ferme d'abord les frontières. Merci. Premièrement, on ferme les frontières. Et deuxièmement, maintenant, on choisit qui doit entrer. Merci, André. Et si on a choisi qui entrer, et on doit choisir quelle religion doit entrer. On doit choisir quel secteur entrer. Parce qu'aujourd'hui, on a un problème. C'est qu'ils nous ont fait entrer tout genre de choses. Les hommes avec les hommes, ils se bombardent.
Les femmes avec les femmes. Maintenant, même c'est avec même les animaux. On se pose la question, mais où va le monde? Et c'est ces valeurs-là qu'il veut nous imposer. D'ailleurs, même vous savez que l'Académie française vient d'ajouter de nouveaux mots. Oui. Biberonné. Bon, je ne sais pas, dans leurs histoires On ne dira plus directrice, on dira directeur. Madame la directeur. Madame la directeur. Merci On a à ajouté vous. aussi... La pression que la CEDEAO, par procuration, est en train de faire sur les autorités de transition, la transition malienne, va justement aboutir à cela. C'est-à-dire que si maintenant, dans le contexte actuel, on organise les élections du côté du Mali, on va justement aboutir à une crise post-électorale qui va aboutir... Comme d'habitude. Bien sûr. Oui. Bien sûr. Et comme ils aiment pêcher en eau trouble, là, ils vont en profiter pour... Intervention. faire quoi. Du moment où on a déjà donné 23 millions d'euros Est-ce que... aux formations politiques Je maliennes, voudrais vous savez ce qui va se compléter la passer. réponse qui a été faite, qui a été donnée tout à l'heure à la question que vous avez posée afin à savoir est-ce que 5 ans, c'est peu ou c'est beaucoup. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il faut renouveler Les 5 ans. Pourquoi? Parce que nous ne devons pas... Dictateur. Je voudrais vous dire, je suis très sérieux quand je le dis. Ouais. Nous ne devons pas bâtir notre modèle politique et démocratique selon le modèle des autres. Absolument, absolument. Nous devons avoir un modèle politique démocratique endogène et inclusif qui n'a rien à faire avec ce que les autres avec le miracle que nous présentent. Nous voyons toutes les failles. Ils disent qu'ils sont des démocrates, mais voyons leur pratique au quotidien. Est-ce qu'ils se comportent comme des démocrates? Non. Biden se comporte-t-il comme un C'est démocrate? les Jamais. démocrates. Macron se comporte-t-il comme un démocrate? Démocrate. Il faut arrêter ça. Donc, je pense qu'aujourd'hui, et je cite là-dessus, ils n'ont aucune leçon à nous donner, parce que c'est nous le berceau de l'humanité. C'est la démocratie part d'ici, du continent africain, pour être implémentée là-bas. Encore qu'ils l'ont dévoyé. C'est nous qui leur apprenons comment vivre en communauté, en société. Ils ne C'est connaissent clair. rien. C'est des animaux. Des animaux. Chez nous, comment est-ce qu'on traite comment traitons nos patriarches chez nous? On les envoie dans les maisons de retraite? Non. Non. Nos patriarches restent à la maison avec leurs petits-fils. Ils ne font pas d'enfants, n'est-ce pas? Ils vont nous donner les leçons de vivre. Un enfant, c'est bon. Il faut vraiment qu'ils s'éteignent. Maintenant, quand je dis Macron ça, en a 4. maintenant, quand je dis cela, écoutez, je pense qu'aujourd'hui, pour revenir à votre question, l'Afrique doit se réinventer. Absolument. L'Afrique doit se réinventer. Et lors du déclenchement de cette fameuse pandémie Covid-19, j'avais toujours milité pour la fermeture des frontières et j'avais également toujours indiqué que c'était une opportunité pour l'Afrique de se réinventer. Et c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des individus qui pensent que, et qui croient modicus que l'Afrique est leur avenir. Et que pour les Africains, leur avenir, c'est dans la Méditerranée au désert. Il faut renverser ce paradigme-là. Et ce paradigme doit être géré par cet élément qui a été convoqué tout à l'heure par le docteur Dimon, à savoir que les malfaiteurs investissent dans la précarité. Ils investissent dans la pauvreté. Et c'est là où ils recrutent. Même les terroristes, c'est là où ils vont recruter. Il faut donc que les États promeuvent, n'est-ce pas, des véritables politiques de développement. Pour ce qui concerne la Chine, moi je ne peux pas trop confier à la Chine. Pour une raison simple. Lorsqu'on s'interroge véritablement sur l'invasion chinoise sur le continent africain, en apparence, ça donne l'impression qu'il s'agit d'un partenariat gagnant-gagnant. Mais non, il faut encore plus de dégâts que les Français. C'est faux, c'est le dire. J'ai fait dans l'édition dans l'édition du journal, c'est une digression de Cartier qui a apparu ce matin, j'ai fait un article sur les cessions d'actifs agricoles. Grave. Sur les cessions d'actifs agricoles, les Chinois sont les premiers preneurs. Et le produit va où? Le produit, c'est-à-dire à le produit l'étranger. de la récolte va où? Ça Direct. va chez eux. C'est pas pour nourrir nos populations, donc ils sont très dangereux. Et avec la complicité des nôtres. Donc, lorsqu'on parle des dynamiques, justement des diversifications de partenariats, il faut mettre d'abord la Chine de côté. Est-ce que dans le contexte actuel, l'Afrique a l'obligation de diversifier des partenariats, mais davantage de privilégier les partenariats sud-sud. Pourquoi est-ce qu'il faut aller chercher ailleurs? Bien sûr. Cameroun, Nigeria. Pourquoi est-ce qu'il faut aller chercher
au nord, alors qu'on peut trouver les mêmes choses au sud. Il faut privilégier, de mon point de vue, mais en même temps, nous devons avoir notre identité. Parce qu'aujourd'hui, est-ce que l'Afrique a une identité? On la cherchera, Albert Anatola, ici. Je ne pense pas que dans le contexte actuel d'assimilation collective et presque globale, l'Afrique n'a plus une identité. Il faut donc véritablement reconquérir cette véritable identité. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous voyez un Chinois, le Chinois se balade avec sa culture. Hein. L'Indien se balade avec sa culture. La première des choses, c'est le Russe se balade avec sa culture. Mais est-ce qu'aujourd'hui, un Ivoirien qui se retrouve dans le contexte africain a une véritable identité qui n'est pas assimilée? Allez savoir. Est-ce que... Il nous écrit, qui nous dit que tous ces traites qui ont pris l'argent de la France pour vendre le pays doivent être tous arrêtés et jetés en prison sans aucune possibilité d'en sortir. On parle bien sûr de ces chefs de formation politique du côté du Mali qui ont reçu les 23 millions d'euros pour déstabiliser le pays. Il est important, avant de répondre à votre question, de rappeler que si j'étais une jeune fille, j'aurais ouvert tout bonnement mon cœur à Albert Anatola ici. Si j'étais une jeune fille, bien entendu. Pas que on pense que vous allez utiliser bientôt le IEL. Non, loin de là. Je voudrais dire que lorsqu'il a parlé de cette réinvention de l'Afrique, lorsqu'il a parlé de cette véritable identité de l'Afrique, cela m'oblige à dire que votre question est la bienvenue. Pour rappeler simplement à la jeunesse malienne qu'il faut rester extrêmement attentif. Il n'y a pas de modèle politique que l'on puisse importer. Il est extrêmement important que nous comprenions que ce n'est pas la durée des dirigeants à la tête de nos États qui importe, mais c'est ce qu'ils ont comme politique. Et il est aussi important de rappeler à cette jeunesse que lorsque les dirigeants travaillent pour le peuple, ils sont la cible de toutes les agitations. C'est le cas de la transition malienne. Cette transition, parce qu'elle travaille pour le peuple, il est extrêmement important de comprendre qu'on va fabriquer des hommes de la société civile, on va fabriquer des leaders de l'opposition avec ce fameux financement des partis d'opposition pour fragiliser cette dynamique de souveraineté de la transition du Mali, en quelque sorte. Je voudrais sortir en rappelant, parce que le temps ne nous tient pas la gorge, en rappelant que, mon cher Steve, essayons de voir le modèle politique des pays comme l'Iran, la Syrie, la Turquie de libération du peuple africain. Et lorsqu'il en est une, il faudrait comprendre qu'il est aussi la cible de toutes les attaques. Absolument. Attaques géopolitiques, attaques même physiques, parce que là, des coups d'État doivent être permanemment préparés pour véritablement faire à ce guide de la révolution africaine ce qu'on a fait à ses pères, Patrice Lumumba, Thomas Sankara. Mais ça n'arrivera plus jamais parce que vous êtes là. Vous êtes cette voix qui éveille l'Afrique pour faire comprendre la véritable démocratie. Ce n'est pas celle que nous vend l'Europe. Parce que si c'était la démocratie, on n'aurait pas vu un continent qui a 60% de la production des richesses mondiales, mais qui a à peine accès à 2%. Est-ce donc ça la démocratie? Je ne pense pas. Et merci à vous également. Suivons maintenant les analyses de la situation par les panélistes qui sont sur le plateau de DBS, la télévision panafricaine. Suivons. En rappel, lors d'un sommet tenu le 12 décembre dernier, les dirigeants ouest-africains avaient exigé la tenue des élections à la date initialement prévue du 27 février 2022. En outre, ils avaient maintenu les sanctions infligées à environ 150 personnalités du Mali et leurs familles. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.